pasar, Río Manzanares, déjame pasar, que mi madre enferma me mandó llamar. Río Manzanares, déjame pasar, que mi madre enferma me mandó llamar. Manzanares, Manzanares, con sus corrientes faunao. Como dice Chávez, hay que reír, hombre. Reír, ¿eh? Reír. Y dice uno así, y tú, Martín, ríete, por favor, de los golpes, tú sabes, tú me dices uno. Il faut rire, c'est la consigne de Chavez. Il a dit ça à l'Assemblée nationale à la fête de l'indépendance. Et il dit, il faut rire, mais pourquoi vous faites cette tête, il dit à l'opposition. Il dit, je suis en train de parler de coup d'État. Il se tourne vers un et lui dit, mais toi, Martine, tu sais ce que c'est un coup d'État, tu m'en as fait un, marre-toi un peu. C'était comme ça. Mais moi, ça m'a impressionné parce que c'est une belle façon, avec humour. L'humour fait partie de nos armes. Hein. Bon, mes camarades, mes amis, d'abord, j'adresse un salut très amical et fraternel aux représentations diplomatiques des pays des révolutions démocratiques de l'Amérique du Sud qui nous font l'amitié d'être là ce soir. Je salue mes camarades du Front Latino qui s'est constitué sur la base de vieilles amitiés nouées dans les luttes des années 70 pour quelques-uns d'entre nous qui ne sont plus des jeunes gens, dans les circonstances souvent terribles des années de plomb que tout le monde a oubliées. Enfin, je veux dire, pas vous, hein, mais les commentateurs qui discutent de la dictature qui, paraît-il, s'exerce au Venezuela et ailleurs, oublient ce que le mot dictature a voulu dire pour les nôtres, c'est-à-dire des assassinats de masse, des gens qu'on a achetés depuis des hélicoptères, des camarades qu'on a tués, torturés, massacrés par paquets, 30 000 en Argentine, 4 000 au Chili, des milliers en Uruguay. Le président actuel de la République, le camarade Pepe Mujica, a encore 3 balles dans le corps. Voilà la vérité. C'est ça que veut dire une dictature. Ce n'est pas des élections où il y a, après qu'on ait entendu parler du parti unique qu'il y aurait au Venezuela, vous vous en souvenez, c'était il y a 4 ans. Chavez avait décidé de faire un parti unique. Il y a 40 partis dans ce pays. Il était dorénavant président à vie. Il y a des élections tous les 4 ans et cette fois-ci, il y a 7 candidats. Étrange parti unique que ce pays où il y a tant de partis. Étrange présidence à vie que cette présidence qui se renouvelle tous les 4 ans avec 7 candidats. Il en faut hein, de l'effort. Toute la journée encore, ça a dégouliné sur tous les écrans, toutes les chaînes de radio, tous les journaux, à quelques exceptions évidemment, les nôtres. Hein. Mais nous, c'est clair, on est de la presse d'opinion. L'Humanité, c'est un journal d'opinion. Vous achetez l'Humanité, vous savez que vous achetez un journal de gauche. Vous achetez Politique, vous achetez un journal de gauche. Vous achetez Le Monde Diplo, c'est un journal de gauche. Etc. Enfin, pas tant etc. que ça. Mais tous les autres, vous achetez Le Figaro, vous savez qu'il est à droite, c'est normal. Mais les autres, ils font semblant d'être objectifs. J'ai entendu un pauvre mannequin qui récite les fiches que distribue la CIA et les autres agences d'influence débiter ces bêtises ce midi à la télé. Il disait « La criminalité a augmenté d'une manière invraisemblable au Venezuela, blablabla, blablabla. » Juste en oubliant de dire que la criminalité a explosé dans toute l'Amérique du Sud, que le pire pays est le Mexique où toutes les élections sont trafiquées sans qu'il dise jamais un mot contre. Toutes les élections sont trafiquées. Et c'est toujours la droite qui gagne. Et le pire est le Mexique où les cartels font la loi. Et la maladie qui tue à petit feu l'Amérique du Sud, c'est les cartels de la drogue, les trafics de toutes sortes. Et on ferait bien de ne pas faire les malins, parce que c'est un modèle de civilisation, une façon d'organiser le monde qui a abouti à ça. Et ça aussi, ça a traversé l'Atlantique. Le meilleur a traversé l'Atlantique. C'est l'esprit des révolutions d'Amérique du Sud. Et le pire aussi, l'esprit des cartels, des zones de non-droit, des petits seigneurs de la guerre qui règnent sur des quartiers. Voilà, tout ça, on ne l'aura pas entendu ni aujourd'hui ni hier, si bien d'ailleurs qu'on n'a pas pu avoir les discussions qui nous auraient intéressés, qui auraient été de parler du bilan contradictoire des révolutions d'Amérique du Sud. Nous ne sommes pas des idolâtres
Nous ne nous mettons pas à genoux devant le portrait de Chavez. Nous ne sommes pas là à réciter comme des mantras ce qu'il dit, nous, parce que c'est ce qu'ils font. Quel que soit le pays du monde, partout, ils parlent tous de la même manière, avec les mêmes mots, pour réciter les mêmes formules, les mêmes qui vous disent « Ah, monsieur Mélenchon, la France, c'est pas la Bolivie. » Ah oui, moi j'étais au courant, mais vous apparemment pas, parce qu'en Bolivie, vous proposez la même chose qu'en France. La même chose, les mêmes mots, les mêmes baisses de salaire, les mêmes baisses de protection sociale, la même compétitivité, blablabla, bla, bla, bla. La même chose partout. Voilà la vérité. Nous avons un rapport critique à nos expériences. C'est pour ça que c'est si important de faire le tour, d'aller, de voir, de revenir, de s'intéresser, de ne pas croire au bourrage de crâne dont nous faisons l'objet. On doit discuter. Personne ne dit que ces révolutions sont autre chose qu'une source d'inspiration. Justement, comme c'est une source d'inspiration, qu'est-ce qu'elles nous apprennent? Camarades, après la chute du mur de Berlin, quels qu'aient été nos positionnements par rapport au dénommé camp socialiste et au bilan du stalinisme, quelles qu'aient été nos positions? Même si on y avait été extrêmement hostile pour des raisons de gauche, ou qu'on y ait été très favorable de bonne foi, de toute façon, nous étions tous promis à la même fosse commune, à la même benne à ordures. C'était fini. Le grand idéal libérateur révolutionnaire était terminé. Il était enfoui sous les décombres du mur. Et nous? Et c'est d'Amérique du Sud qu'est venu le rallumage de la flamme, avec la victoire au Brésil et avec la victoire à Venezuela. Ce soir, c'est la soirée de Venezuela, c'est de Venezuela dont on va parler. Mais nous ne devons pas oublier ça. Et nous devons étudier les conditions particulières dans lesquelles la chaîne a rompu là-bas. Sans romantisme, il faut mettre du romantisme après. C'est pas interdit d'être romanesque. C'est pas interdit d'aimer la vie. C'est pas interdit d'avoir des héros. C'est pas interdit de pleurer quand les pauvres vont dans la rue avec des drapeaux rouges. Et moi, je pleure dans ces circonstances plutôt que devant des matchs de foot. Alors, il paraît que ça fait rire les gros machos de la presse. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils pleurent, ceux-là. Ils pleurent quand ils voient leur feuille de paye. C'est jamais assez. Et puis pour les autres, il n'y a vraiment pas grand-chose. Ça justifierait qu'ils soient un peu moins larbins. Alors, d'Amérique du Sud, cette flamme est revenue. Elle a traversé l'Atlantique, déjà par nous. Par nous. C'est pour ça que c'est si important qu'il y ait le Front latino. Ils sont divers, les camarades. Ils viennent de différents pays. C'est pas parce qu'on dit latino que du coup, les voilà tous pareils. Il y a des cultures, des expériences personnelles. Nous avons affaire à des êtres humains, pas à des machines, ni à des duplicata de, je ne sais pas quoi, moi, de Boliviens, de Chiliens. Ça n'existe pas. Il y a des Chiliens de droite et de gauche. Et dans la gauche, des Chiliens de toutes sortes. Et ainsi de suite. Pour la Bolivie, pour la Colombie. C'est normal. Mais déjà, voilà le premier pont qui est fait avec nous. C'est ce Front latino. Nous sommes en train de reconstruire un internationalisme concret, éduqué, conscient, éveillé, et pas ahuri, assommé par des formules. Nous regardons, eux regardent entre eux ce qui se passe, puis avec nous, puisqu'on vit ensemble, ce qu'on est en train d'essayer de faire. Cet internationalisme concret, cette soirée en est une manifestation. Camarades, il y a des années qu'on n'avait pas vu une chose comme celle-là. En tout cas, moi, il y a des années que je n'avais pas vu. Et j'en ai vu. Et puis je commençais à me fatiguer qu'on fasse des réunions seulement pour enterrer les camarades. Parce qu'à chaque fois, on repart, on est secoué. Cet internationalisme concret, pour ce qui concerne le parti de gauche, il s'est traduit, entre autres, par le fait que 6 membres de notre direction auront participé à ces élections. Si vous me rajoutez moi, ça fait 7. C'est-à-dire... sur 22 membres que compte la direction, ça fait quand même le bon tiers. Vous connaissez un autre parti dont le tiers de la direction va faire campagne à 10 000 bornes de là? Eh bien, je suis très fier d'eux, tous autant qu'ils sont, de la façon dont ils ont abordé cette question. Mais nous, quand on a vu cette vague revenir, il fallait regarder. Qu'est-ce qu'elle avait en commun? On sait bien, nous, on n'est pas comme
Les sociodémocrates qui n'y connaissent rien, de toute façon leur culture s'est effondrée, ils n'y connaissent plus rien, c'est même pas où c'est sur la carte. Tiens, je me rappelle, ne croyez pas que j'exagère. Je vais vous raconter une anecdote si vous voulez savoir. À chaque fois, on disait, mais combien de temps on va continuer à soutenir n'importe qui? Parce qu'à l'époque, moi j'étais socialiste, donc on soutenait les candidats socialistes. Bon appétit. Alan Garcia au Pérou. Corrompu et assassin. Bon, je vous donne que cet exemple, hein, pour ne pas être trop fâché avec tout le monde. Et alors un jour, comme ils en avaient marre de se faire humilier, ce pauvre Moscovici, qui à l'époque était le responsable international, il dit à la réunion, il dit, oui, bah, tout ça c'est fini, on ne soutient plus n'importe qui. D'ailleurs au Venezuela, on ne soutient plus Action démocratique, bah, encore heureux, vu que son responsable est en prison pour corruption. C'est pas nous qui l'y avons fourré, c'est les précédents. Hein. Nous soutenons un très sympathique guerriero qui fait une espèce de PSU local. Il s'appelle Petkov. Un vague silence, mais tout le monde était très content chez les sociodémocrates. Ils nous regardaient comme ça. Alors, hein, qu'est-ce que tu as à dire? Qu'est-ce que tu as à dire? Et Delapierre, qui a un sens de l'humour qui lui est très personnel, c'est-à-dire qu'il dit ce qu'il a à dire d'une manière tout à fait glaciale, et il lève la main, il dit, écoutez, je voudrais compléter l'information du bureau national. Il était membre du bureau national comme moi. Et il leur dit, le Petkov en question est le directeur de campagne du candidat de la droite. Et tout le monde de regarder ses pompes à nouveau. Moi, j'ai un humour plus facétieux, comme vous le savez. Quelque temps après, je lève la main, je dis, j'ai une mauvaise nouvelle d'Amérique latine. Ils avaient tous la banane. Nous avons encore perdu les élections au Brésil. Ils me disent quoi? Pourquoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Lula a été élu? Je dis, oui, je sais bien, mais ce n'était pas Lula, notre candidat, c'était l'autre. Le candidat de l'international socialiste, c'était l'autre. Il était soutenu par la droite et l'international. Bon, tout le monde a. Donc, quand je vous dis qu'ils ne savent même pas de quoi ils parlent, je sais moi de quoi je parle, parce que je les connais tous. Le camarade président de la République, à l'époque, quand il a été pour la première fois au Brésil, il voulait aller voir Brizola. Il y en a peut-être qui connaissent ici. On était obligé de se traîner pour lui dire, fais pas ça, c'est un corrompu, on va se couvrir de ridicule, ne fais pas ça. C'est Lula qu'il faut voir. Ah oui, oui, vous croyez, vous croyez? Il a fallu vraiment quasiment faire frontière de notre corps pour pas qu'il le fasse. Vous savez pas la meilleure, c'est que Jospin trouvait que Lula était suspect parce que c'était un gauchiste. J'aurais tout vu, moi, là-dedans. C'est pour vous dire que je me sens un peu décontracté quand on parle de ces expériences et des pseudo-analyses que débitent certains. Et quand je vous dis qu'ils répètent des argumentaires qui ne sont pas les leurs, parce qu'ils ne savent même pas ce qu'il y a dedans et qui les a écrits, c'est parce que je les connais. Je reviens à la Révolution. Venezuela, pour nous, les Français, dans le spectre général des événements de l'Amérique du Sud, ça nous concerne un peu plus directement qu'un autre pays. Pourquoi? Alors, comme tout le monde, d'abord parce que c'est le premier endroit où Christophe Colomb a touché, comme disait, la terre ferme. Je ne sais pas ce qu'il croyait, que le reste flottait ou quoi, mais bon. La terre ferme, il dit, c'est là. Quand même, c'est pas n'importe quoi. Et puis, il se trouve que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, rédigée en France, est arrivée pour la première fois dans le Nouveau Monde par le Venezuela. Pourquoi? Il y avait 5 conspirateurs qui montaient un coup, une tentative, contre les Bourbons d'Espagne. Ils avaient été arrêtés et déportés à Venezuela. Et ils tenaient leur réunion dans la prison de Caracas. Et il se trouve que le directeur de la prison était lui aussi un homme des Lumières. Donc ils faisaient leur réunion ensemble. Et le texte qu'ils avaient appris par cœur, ils l'ont écrit, ils l'ont traduit, et il a été imprimé dans les Caraïbes et ramené sur le continent. Et c'est là la première fois que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est arrivée en version écrite sur le continent. Et elle a donné lieu à toutes sortes de choses ensuite que je ne vous raconte pas, sinon il y en a jusqu'à demain matin. Mais c'est pour vous dire que la Grande Révolution, l'esprit des Lumières, est intimement lié aux premiers pas de la construction de l'idéal révolutionnaire et émancipateur de l'Amérique du Sud, qui bien sûr a trouvé son propre chemin. Ensuite, vous le savez tous, il y avait le premier libertador, c'est Miranda. Je ne vais pas entrer dans les détails de l'histoire de Miranda et son rapport au mouvement indépendantiste, mais Miranda était avec les nôtres, à Valmy, c'est quand même pas n'importe quoi. Il était là, il a combattu avec les nôtres, et c'est le seul étranger dont vous avez le nom sur l'Arc de Triomphe de l'Étoile. Il y a le nom du général Miranda. Quant à Simon Bolivar, il a fait un passage en Europe,
Et un passage à Paris, bien sûr, c'est un homme des Lumières également. Comme beaucoup de latinos, ils ont été tous membres d'une même loge maçonnique qui s'appelait la loge Lautaro, qui était d'abord installée en Angleterre. Comme Saint-Martin, et les autres, tous les libertadors sont passés là. La loge a ensuite est passée à Marseille, et puis à Paris, puis à Marseille. Je ne vais pas vous raconter qui est Lautaro, mais c'est un Indien révolté contre l'ordre colonial espagnol. C'était donc une marque, dès le départ, que l'idéal créole, on va dire créole, était un idéal émancipateur pour toute l'humanité, et pas seulement réservé à certains contre d'autres. Donc il y avait Miranda, donc il y avait Bolivar. On dit de Bolivar, je vous le dis comme ça va prendre 2 secondes, vous irez regarder après sur Internet pourquoi. Il y a soupçon que Bolivar est un lien de parenté avec Gauguin. Vous apprendrez comment et par quel passage étrange ces choses ont pu se faire. Et puis, nous avons une autre belle histoire en commun avec Venezuela. Quand la Convention a envoyé le décret d'abolition de l'esclavage, parce que je vous rappelle que la Révolution, cette horreur terroriste, a libéré de l'esclavage les Noirs des colonies. Et Robespierre, cet horrible terroriste, à qui on disait « mais vous n'y pensez pas, vous allez ruiner les colonies ». Et il avait répondu « périssent les colonies plutôt qu'en principe ». Robespierre. Donc on envoie là-bas une délégation dirigée par un homme qui s'appelle Victor Hugues, ça ne s'invente pas un truc pareil, lequel installe la guillotine sur le pont du bateau pour faire réfléchir tout le monde. Il arrive, a lieu la guerre de libération, parce que c'est une guerre, et ensuite les gens qui sont là sont tellement enivrés d'idéal révolutionnaire qu'au lieu de rester là entre eux, ils montent une expédition et ils vont au Venezuela. À l'époque, on appelait les Noirs des colonies, c'est-à-dire les esclaves, les anciens esclaves, los negros franceses. Il était interdit, vous m'entendez, à un Noir, qui avait simplement touché un port français. Touché un port, c'est-à-dire le bateau s'était arrêté. Un peu comme les bateaux américains, dès qu'un bateau est passé à Cuba, c'est terminé, il n'a plus le droit de s'arrêter nulle part. Et bien à l'époque, c'est déjà pareil. Quiconque avait touché la terre de France, interdiction d'aller où que ce soit dans une autre colonie espagnole, des Bourbons ou des Anglais. Et les bateaux français partent et ils vont imposer, ils s'imaginent, la ley de los franceses. Pour une fois, on peut être heureux de ça. La ley de la française es decir. La loi des Français, ça veut dire la République et l'abolition de l'esclavage. Voilà comment 2 bateaux décident d'aller attaquer le Venezuela pour libérer la population esclavagisée, et pour beaucoup marrons, comme on disait, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui s'étaient libérés par eux-mêmes de l'esclavage. Voilà pourquoi Venezuela n'est pas un pays si exotique qu'on le croit pour les révolutionnaires français. Pour les autres, je ne sais pas, mais pour nous, non. C'est un coin de notre patrie du cœur. Nous sommes liés à eux de cette manière-là. Et par conséquent, quand la révolution bolivarienne a commencé, le mot même de bolivarien nous parle. C'est Simon Bolivar. Et depuis, vous avez vu qu'en France, il s'est produit une espèce de polarisation particulière, de haine contre la révolution vénézuélienne. J'ai même eu l'honneur d'être traité de petit Chavez. Je l'ai dit à Chavez. Je lui ai dit, président, ils m'ont traité de petit Chavez. Et lui, il m'a dit, je suis désolé, je ne voudrais pas vous nuire. Je lui ai dit, mais non. Je lui ai dit, moi, j'ai répondu, pourquoi petit? Et lui, il m'a dit, vous avez raison, il faut toujours voir grand. Vous voyez, on se comprend. Et évidemment, vous avez compris une chose, la haine qu'il y a contre le chavisme, c'est une haine de classe. On me dit, vous qui êtes des adorateurs, mais nous n'adorons personne. Vous qui admirez, ce n'est pas le sujet. Nous apprenons, c'est une source d'inspiration pour nous. Qu'est-ce qu'elle nous apprend, la révolution bolivarienne? Dans son démarrage, comme ce qui s'est passé dans tant d'autres pays,
Je pense à la Bolivie, à l'Équateur et tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé, mes amis et mes camarades? Venezuela, c'était une caricature de ce que nous vivons en Europe. Il y avait un accord entre les sociodémocrates, membres de l'Internationale socialiste, et la droite. Ils avaient été signés cet accord à un endroit, ça ne s'invente pas, qui s'appelle Punto Fijo, point fixe. T'as compris? Si t'as pas compris, rien qu'avec le nom du lieu, t'as compris. Point fixe, on n'en bouge pas. Voilà les règles de la bonne gouvernance. Le consensus dit de Washington. Pareil que nous en Europe, le consensus, le texte de Copenhague. C'est la même chose. Comment on fait une révolution, sachant que celle du Venezuela est arrivée après que les pauvres gens aient tout essayé? Tout essayé. Comment s'en sortir quand on ne sait pas, quand on ne voit pas le bout du chemin, quand il y a tant de misère? Les gens sont raisonnables. Et ils votent, on leur dit, il faut voter socialiste, ça va aller mieux. Bon, allez, on va voter socialiste. Et ça ne change rien. Nom d'un chien, un plan de rigueur, ils ont eu droit, eux aussi. Ils avaient voté pour un type qui leur avait dit qu'il allait tout changer. Première chose qu'il fait, pouf, un plan de rigueur. Et vous savez quoi, les gens s'avalent tout. Tout. Ça ronchonnait, ça traînait les pieds, ça... Mais bon. Et un jour, ils découvrent qu'on augmente les tickets de bus. Émeute à Caracas. Parce que Caracas, c'est une ville en longueur, vous savez, à cause de la géographie. Donc ceux qui montent dans le bus et qui payent, c'est ceux qui vont bosser, qui se considèrent comme la classe moyenne par rapport à tous ceux qui sont dans l'informel ou qui n'ont pas de boulot. Ça les rend enragés. Ça commence, une manifestation, etc. Et le gouvernement ne leur envoie pas la police, mais l'armée. Ça produit toujours le même résultat, camarades. Parce que ce n'est pas le boulot de l'armée de faire du maintien de l'ordre public. Ils ne savent pas le faire, ce n'est pas leur métier. Donc ça dégénère à tous les coups. Et là, ça a donné, on va prendre les estimations basses, 1000 morts, les estimations hautes, 5000. Tout le monde pense que 3000 personnes y ont laissé leur peau. C'est le Caracas. Et sur cette base, les événements prennent une accélération fantastique. Comme on avait vu sur la base des émeutes des casseroles à propos des caisses d'épargne en Argentine, 3 présidents de la République en même pas un mois. Comme on a vu sur la base d'une augmentation du prix de l'eau en Bolivie, une émeute de masse démarrer de l'Alto, descendre sur La Paz et tenir tout. Et ainsi de suite, sur un événement fortuit. Mais camarades, on en paye le prix après, quand on gagne sur cette base-là. Ce qu'a fait Chavez. Il est donc passé de 5%, qui était le score de l'autre gauche, à 52%. Comme nos camarades ont failli le faire en Grèce, où il n'y a qu'un tour, ils sont passés de 4,5 à 18 et 28 la même année. 18 et 28 la même année. 4,5, c'était un peu avant. Qu'est-ce qu'on fait, camarades? Ça, c'est un cas concret de révolution. La révolution, ce n'est pas un sujet de... c'est un sujet concret. C'est une stratégie qu'il faut mener, comme nous-mêmes, nous en avons une en France. Et après, il faut non seulement conquérir le pouvoir, mais l'exercer d'une manière révolutionnaire. Comment ça se fait? Ça se fait pas d'en haut. Vous dites ça se fait d'en bas, ben très bien, et en bas, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, mais qu'est-ce que vous foutez en haut? Voilà comment ça se passe. Voilà les problèmes sur lesquels on bute. L'habitude d'obéir, d'être soumis, de ne pas savoir par quel bout attraper les problèmes. C'est une question concrète du processus révolutionnaire. Il a donc fallu que les camarades, et Chavez en particulier, fassent 2 choses en même temps. Transformer un peuple révolté en peuple révolutionnaire, ce n'est pas la même chose, et créer un parti de la révolution. Je ne vais pas vous faire un dessin, créer un parti de la révolution quand vous êtes au pouvoir, vous avez de fortes chances de vous ramasser tous les carriéristes qui passent par là. Ben, c'est humain, il n'y a pas que des carriéristes, mais c'est humain, ça existe. Et si on se le cache, on ne comprend pas pourquoi c'est si important que nous construisions maintenant le front de gauche, maintenant le parti de gauche et les différentes composantes du front de gauche, avec des adultes conscients qui pratiquent entre eux une discipline librement consentie, qui n'a pas besoin d'ordre. C'est pourquoi on a dit la consigne, c'est n'attendez pas les consignes. Faites comme vous le sentez, vous êtes assez éduqués, vous avez assez lu, vous avez assez regardé. Et si vous ne savez pas, je ne sais pas mieux que vous. Il faut que le commandement, qui a un commandement politique, trace une ligne, qui utilise les circonstances pour faire avancer le mouvement, comme nous l'avons fait en faisant 3 rassemblements de masse pendant la campagne présidentielle sur le thème du changement de régime pour la 6e République. C'était des choses que personne n'avait vues. Nos adversaires rigolent, ils croient que c'est un bon coup de com' qui s'est passé autour d'une espèce de rockstar de la politique. Laissez-les rire, tant mieux que leur propagande les abasourdisse.
qu'ils croient à leur stupide refrain. Tant qu'ils nous laissent avancer. Remarquez, maintenant, ils ont commencé à comprendre. Vous avez vu comment ils ont compris en Grèce? Et là-bas, ils sont 16 partis dans le front. Il faut le gérer, un truc pareil. Ils n'ont pas la même expérience que nous. Donc, si nous ne regardons pas ça en face, nous ne comprenons pas les tâches que nous avons à faire maintenant, parce que c'est du temps qu'on gagne, tout ce qu'on fait maintenant. C'est du temps qu'on gagne pour après. Parce que quand il faudra s'y mettre sur la base de l'implication populaire. Donc qui c'est le populaire? C'est vous, c'est moi, c'est nous tous. Donc on apprend en examinant de près les conditions de la révolution bolivarienne, en examinant de près ce qui se passe en Bolivie, ce qui se passe en Équateur. Ça ne veut pas dire qu'on est là béat parce qu'on pense, comme a dit cette idiote, cette bourrique du journal Le Point, qui m'envoie des questions, soi-disant vachement intelligentes, pour justifier les saloperies qu'ils ont répandues sur toutes les autres pages. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous donner le frisson révolutionnaire que vous ne trouvez plus en Europe? Vous comprenez, comme eux, ils n'arrivent plus à se filer le frisson réactionnaire qu'ils avaient quand ils allaient en Russie, ils pensent que les autres sont faits comme eux. Voilà. C'est pas ça qu'on fait. On étudie parce que pour nous, c'est une affaire qui nous concerne, nous, directement. Comment font les camarades? Et on n'est pas là à dire tout ce qu'ils font est bien. On sait que devant l'ennemi, on n'ira pas faire des critiques qui servent à rien. On me dit, oui, vous n'avez pas un jugement équilibré. Ah bon, pourquoi? Je suis obligé de dire du mal de Chavez pour pouvoir me le suivre? Mais est-ce que ça servirait à quelque chose? Si ça servait à quelque chose, peut-être qu'on le ferait, mais ça ne servirait à rien. Si nous critiquions ceci, nous demanderait cela. Regardez comment chaque fois qu'on m'interroge sur le Venezuela, c'est pour me demander ce que je pense des relations de Chavez avec Ahmadinejad. Tout le monde le sait ce que j'en pense. Je suis contre les religions en politique. Pourquoi voyez-vous que ça va changer à propos des Iraniens? Je suis donc contre. Mais pourquoi ils me font parler que de ça? Vous voyez l'habileté? Nous faisons parler un opposant qui est un partisan de M. Chavez. Monsieur, qu'est-ce que vous pensez si M. Chavez a écrasé son voisin? Voilà. Il a écrasé son voisin? Voilà, c'est ça. C'est ça leur méthode pourrie. Mais nous, ça ne doit pas nous abasourdir, ni non plus nous aveugler. Il faut continuer à réfléchir d'une manière critique en faisant la part des choses. Devant l'ennemi, boca cerrada. Entre nous, l'esprit complètement éveillé, la conscience totalement épanouie. Réfléchir, comprendre, essayer de saisir au bon tout ce qui est transposable. Moi, j'ai appris des centaines de choses. Et la première, j'ai repris confiance. J'ai repris espoir. Parce que j'appartiens à une génération où vous avez vu, les hommes de ma génération, les femmes, les trois quarts sont au tapis. Ils ont changé de camp, ou ils sont abasourdis. Et tout le monde a repris comme ça, comme de l'eau sur une terre qui était devenue tellement sèche. Pouf, on a rallumé le feu. C'est parti de l'un, de l'autre. Comme dans un feu, il y a un petit tison, rien, quelques-uns. Et puis tout d'un coup, tchaf, ça repart. Et l'autre s'y remet. Celui-ci reprend courage. Celle-là aussi, ses camarades qui étaient brisés, à qui on avait dit votre vie, elle n'a servi à rien. Quoi, vous êtes fait casser la gueule au Chili, vous l'avez bien cherché. Et ainsi de suite. Quoi, t'as perdu la moitié de ta famille? Qu'est-ce que tu nous fais chier, on passe à autre chose. Et tous ces camarades, je parle des plus anciens, comme ça, à se regarder, les bras ballants, et je parle de ceux qui sont ici, les militants communistes, les militants du socialisme de gauche et tout. Est-ce que tout ça a été pour rien? Le feu a repris à la plaine, grâce à nos camarades d'Amérique du Sud, qui nous ont redonné du courage, et qui nous ont redonné du courage d'une manière positive, dans le bon esprit de la philosophie des Lumières, c'est-à-dire le bon maître est celui qui apprend à se déprendre de soi. Le bon maître, c'est celui qui vous habitue à penser tout seul, pas à penser comme lui. Voilà ce que nos camarades nous ont aidés à faire. Et toutes les expériences qu'ils ont accumulées sont directement transposées dans nos programmes. Les limites de leur expérience aussi sont dans notre programme. C'est-à-dire que nous avons essayé de les dépasser. S'il y a un programme aussi cohérent, notamment sur des questions qui sont sous-estimées souvent, dans leur liaison avec l'idéal socialiste et républicain, comme les questions de l'écologie, c'est aussi parce que nous avons beaucoup parlé avec eux. Si nous avons compris, camarades, cette règle de base, l'empire, le monde globalitaire, c'est un monde sans bord. Il va de soi. Et c'est vous qui êtes bizarre. La conquête de l'hégémonie politique a un préalable. Il faut tout conflictualiser. Tout conflictualiser. Si vous laissez passer, les choses passent avec la grammaire et la syntaxe. Le consentement à l'ordre. Tout doit être interpellé,
Tout doit être conflictualisé dans un premier temps. C'est ça les leçons. Comment croyez-vous qu'on transforme un peuple révolté en peuple révolutionnaire? Comment sa conscience peut-elle s'éveiller? Par les discours, bien sûr, mais par la pratique de la lutte, par l'observation consciente des agressions de l'adversaire. Voilà ce qui se passe. Comme l'a dit Chavez, reprenant une phrase de Trotsky. La révolution avance sous le fouet de la contre-révolution. Et dans cette perspective, la question de la voie démocratique, pour nous, n'est pas une concession que nous faisons à nos adversaires. Nous ne sommes pas partisans de la démocratie et du pluripartidarisme comme ça, parce qu'il faut bien lâcher quelque chose. Hein. Non, non. Nous sommes parce que, pour nous, les élections et la contradiction sont partie constitutive de la formation d'une conscience collective révolutionnaire. Il faut donc qu'il y ait des élections et il faut que tout le monde ait la parole. Pas comme ils nous font à nous, hein. 75% du temps d'antenne pour eux et tous les autres, le reste. Un vrai débat sur tous les sujets, tout le temps. C'est pourquoi vous devez avoir nécessairement des leaders qui conflictualisent. Ben oui, et ça marche ensemble. Les partisans du consensus sont les partisans de la soumission. C'est tout. Le consensus, camarades, n'est pas didactique. Le consensus ne respecte pas la souveraineté du peuple. Ce sont les élites et les techniciens qui se mettent d'accord entre eux et qui disent « there is no alternative ». Hein, Tina, Madame Thatcher. Il n'y a pas d'alternative, c'est comme ça et pas autrement, on ne peut pas faire autrement. Et donc tous ceux qui veulent faire autrement, soit sont des menteurs, soit sont des fous. Voilà pourquoi nous sommes repeints en menteurs et en fous, en permanence. La conflictualité, c'est l'intelligence, le respect de l'intelligence des autres. Les gens vont savoir. Moi je dis ça, toi tu dis ça, voilà. Bah, on est en démocratie on vote. Le vote ne change pas ma conviction, il prend la décision. Voilà, et nous respectons la décision. Par conséquent, la voie révolutionnaire choisie à Venezuela, comme dans les autres pays, est une voie qui nous parle, parce que nous faisons la même chose. Ça ne nous a pas trop mal réussi pour l'instant. On s'est fédérés, on est allé aux élections et on a appris, en regardant faire, moi j'ai appris des tas de choses, il y a des choses où je me suis libéré, qu'est-ce que vous voulez? Je vous dis les choses franchement. Moi de ma vie, j'avais fait une campagne en parlant d'amour. C'est pas que je ne le pensais pas, je ne le ressentais pas, je suis comme vous tous, là, qui faites les malins avec des airs de dur. Nous pensons conformément à la déclaration du comité central, blablabla. Puis dans votre cœur, c'est autre chose qui se passe. Comme moi, quoi, vous voyez les drapeaux rouges, vous avez les larmes aux yeux, vous savez pourquoi? Pas parce que c'est rouge. Ça veut dire c'est les pauvres, c'est les nôtres, c'est le peuple, c'est ça qui vous parle. Et une année où je vais là-bas, ils faisaient une élection, ils m'ont bourré le crâne avec leur truc de cateau, là. Et le Christ commandant des peuples par-ci, le Christ commandant des peuples par-là, et si on ne le fait pas par amour, c'est par passion, et bon. Au début, bon, c'est la France, hein, nous, les curés, ça ne s'est pas bien passé pendant la Révolution. Après, ça s'est amélioré, il faut dire ce qui est. Nous tous, on a appris à ne pas injurier la foi, mais enfin, de là à, ça fait quand même beaucoup. Mais il faut écouter, il ne faut pas s'arrêter, il ne faut pas se bloquer, il faut écouter. Pourquoi ils parlent comme ça? Pourquoi ils disent comme ça? Parce que c'est une vérité fondamentale, avec ces mots-là. Pour dire de l'amour et de la fraternité, ils en parlent dans la langue qui est la leur, qui est la langue de la foi. Et alors, où est le problème? On va leur dire, non, non, seulement si c'est gratuit, si il n'y a pas de... Non, fais comme tu le sens. Moi, ça m'a appris des choses, ça m'a libéré. Pour en parler à mon tour dans les meetings. La première fois, j'ai essayé comme ça. Et j'ai vu que les gens, pouf, si c'était... ils se reconnaissaient dans ce discours-là. Je dis, c'est bon, on se comprend. Allez, hop. Après, j'ai vu Chavez lire Les Misérables à la télé. Les Misérables. Il a fait imprimer ça et distribuer dans les écoles. J'ai relu. Ouais, c'est pas mal. J'ai fait pareil. Dans un meeting, j'ai lu une page, il faut dire qu'on m'avait bien assaisonné avant. Hein. J'ai expliqué que j'étais trop intellectuel pour les gens auxquels je parlais. Autrement dit, comme je parle à un troupeau de cons et que moi-même je suis un demeuré, on faisait équipe, quoi. Hein. Je me suis dit, on va voir ce qu'on va voir. Parce que je sais bien, moi, qui est-ce qui vient dans nos meetings. C'est des gens qui aiment les belles choses. Parce que c'est pas une affaire de classe d'aimer la beauté. Hein. Il y a des gens qui sont très riches et bon, ils ont un goût. Hein. C'est pas la peine de sortir avec eux. Et à l'inverse, les autres, ils sont fins. Parce que chaque petite chose qui est suave,
est apprécié davantage. Voilà la vérité. Me voilà à lire une page des Misérables, vous vous mettez à applaudir comme des fous une page des Misérables. Pourquoi? Parce qu'il y avait une connivence. Les camarades qui étaient là, ils voulaient dire, vous savez, nous aussi on lit des bouquins, on n'est pas des bêtes. Vous voyez ça? Bon, c'est des petits détails, hein, c'est des petits détails. Mais moi j'ai retenu ça. La tâche qui est la nôtre, c'est de faire de ce qui sera un peuple révolté, comme il va l'être en France. Parce que, inéluctablement, il se produira en Europe ce qui s'est produit en Amérique du Sud. Inéluctablement. Parce que ce sont les mêmes politiques qui sont appliquées. Les mêmes. Celle du FMI, la Banque mondiale, pendant les années les plus dures pour les camarades, c'est la même chose que ce qu'on est en train de manger là. Ça dure 10 ans, là-bas ça a duré 10 ans. Et après, le processus de libération et d'émancipation. Voilà mes camarades. Comme ça va se passer, inéluctablement, on se prépare et on apprend des camarades. Voilà. C'est pas, comme le croient les sociolibéraux de toute variété, de tout poil et de toute plume, l'Amérique du Sud, un ramassis d'indigènes folkloriques qui mangent des empanadas et boivent du mojito, et le reste du temps vont là, sautillant à toutes sortes de danses exotiques et très sympathiques. Et pour le reste, c'est pas la peine d'en parler. La preuve, c'est que chaque fois que j'en parle, on me dit « Ah oui, mais la France, c'est pas la Bolivie, la France, c'est pas je sais pas quoi. » Une vision européocentrée, méprisante, dominatrice, agressive, souvent par des animaux qui ne savent pas faire la différence entre l'Uruguay et le Paraguay. D'ailleurs, ils ne savent pas que ça existe. Quand ils savent que ça existe, il ne faut pas la différence. Et ainsi de suite, qui pensent que le Chili est à côté du Mexique et que le Mexique n'est pas loin de la Terre de Feu. Bon. Comme cette masse d'ignorants américains qui pensaient que toute l'Amérique du Sud était soviétique. Parce qu'à cause du Nicaragua, bah ouais, dans les sondages, il y en avait 60% qui croyaient ça. La culture, l'arrogance, le mépris pour les autres, voilà ce qui fait leur fond de sauce. Donc cette fois-ci, c'est nous qui apprenons. C'est nous qui apprenons de nos camarades d'Amérique du Sud. Nous apprenons beaucoup. Et pour l'instant, c'est dans ce sens-là que les choses se passent. On espère que demain, nous aussi, on pourra mettre quelque chose sur la table qui soit digne d'intérêt. Hein. Voilà. Voilà ce que c'est. Alors je vais vous dire, depuis ce matin, moi je suis mort d'angoisse comme si c'était une élection ici. Hein. Vous aussi, hein? Tout ça parce que vous vous êtes raconté en boucle la connerie qu'ils racontent. Le résultat va être serré, comment ils le savent? Mais comment ils le savent puisque ce n'est pas démocratique? Comment ils le savent? Et comment ils peuvent expliquer à la fois que c'est une tyrannie et une dictature et que ça va être serré? Comment c'est compatible les deux? Parce que c'est une dictature, c'est pas serré, on gagne large d'habitude. Il n'y a qu'à regarder dans les pays africains comment ça se passe. C'est nous qui organisons ça très bien. Je veux dire les Français. D'accord? Il y a des endroits où il n'y a même pas d'élection. Nos amis, là, les Qataris, là, vous savez, les gars là, qui donnent des sous à tout le monde, et notamment à M. Plantu, qui tout à l'heure était en train de raconter des saloperies sur France 5. Il a eu 10 000 €, M. Plantu, de prix pour la liberté de la presse à Qatar. C'est pas beau, ça? Sa femme a dû avoir 10 000 €, elle aussi, pour le prix de la liberté de la femme. Non, je blague, hein, parce que j'en sais rien, puis cette pauvre femme, elle y est pour rien, elle, c'est pas lui. Hein. Mais voilà qui c'est qui nous aboie après. C'est tous ces gens, demi-corrompus, à moitié dans la main des agences d'intelligence. Il paraît que Le Monde veut me faire un procès aussi, parce que j'ai dit du mal de son journaliste. Mais le journaliste, c'est un militant, et qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Que je lui tire les pompes? Non. Il est militant, que je suis militant, je lui dis c'est 4 vérités. Mais j'en ai encore sous le coude, hein, pour son service. Voilà. Nous n'avons pas cette forme de mépris arrogant, européocentré, donneur de leçons, cette mentalité néocoloniale qu'on tente de dirigeants politiques. Et on espère que ce soir, on est tous noués, on sait bien ce qui va nous arriver. Si on gagne, ils diront pfff, comme d'habitude. Et si on perd, ils vont nous beurrer la biscotte des jours et des jours. Je ne pourrais plus aller à une seule interview sans qu'on me dise « Et que pensez-vous, M. Mélenchon, de la défaite de M. Chavez? Est-ce que ce n'est pas l'échec de vos méthodes, blablabla ?» Je ne serai plus un petit Chavez, là, je serai un gros Chavez. Hein. La preuve, c'est que, bon, mais moi, je suis très fier de ce que je fais, parce que, bah, c'est mon boulot. Hein. Si je ne le faisais pas, vous m'en voudriez. Je fais, comme vous faites tous dans tous vos domaines, hein, on est tous pareils. Nous sommes lanceurs d'alerte. Alors évidemment, on conflictualise. Ben oui, c'est le seul moyen qu'on a de faire réfléchir. Imaginez-vous qu'on n'ait rien dit.
la campagne se serait déroulée comme elle s'est déroulée en France. Vous avez remarqué, ils en ont gardé un petit peu sous la main pour mettre lundi. Lundi, vous aurez encore une émission ou deux pour expliquer que Chavez est un corrompu, sa mère, sa sœur, sa femme, ses enfants, son cousin, son voisin, son chien, sa cabane de jardin. Tout est suspect. Tout est suspect. Tout est bizarre. Tout est étrange. Tout pose question. Tout à l'heure, nous avons eu une caricaturiste qui avait représenté un occupant des logements sociaux comme un chien couché dans une niche. C'est drôle, non? Les pauvres, quand on leur donne des logements sociaux, c'est pareil que quand vous mettez votre chien à la niche. Voilà l'arrogance de classe de ces gens. Et cette dame dit, elle ne veut pas qu'on la filme rentrant chez elle, pour pas qu'on reconnaisse la porte. Et le journaliste dit, c'est inquiétant. Oui, bien sûr, monsieur Plantu, oui, tout le monde sait où est sa porte. Demandez-lui s'il veut qu'on filme sa porte, pour voir. Juste pour voir. Bien sûr que non, dans aucun pays du monde, cette femme elle a bien le droit d'être de droite, et même d'être raciste, et même d'être antipopulaire. Hein. C'est comme ça, dans une démocratie, il y a de tout. Il y a des imbéciles visibles et des imbéciles très visibles. Ils font des dessins et tout ça. Bon, elle a le droit, mais il ne faut pas nous présenter ça comme un martyr. Et elle dit, oui, j'ai été mis en cause. Alors elle prend Twitter, et elle montre 2 messages où il y a un mec qui lui dit, le bourreau ne demande pas l'accord de la victime. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais moi, s'il faut que je vous sorte tous les messages pas que les messages sur Twitter, hein, il y a ceux sur Facebook, il y a ceux sur ma boîte aux lettres, puis il y a ceux que je reçois dans ma boîte aux lettres. Est-ce que je vais expliquer que je vis dans une dictature? Non, c'est comme ça, il y a des brins de zinc partout. Mais là, c'était montré, ce que je vous raconte là, c'était ce midi. Hein. Et puis encore cet après-midi, puis demain, ça va continuer. Pourquoi ça va continuer demain? Parce que toutes les organisations d'intelligence de l'Empire sont en mouvement. Ils préparent les opinions européennes, pas pour qu'ils votent ou pas de Chavez, personne ne vote ici. C'est pour que les gens acceptent l'idée que c'est normal qu'il y ait des incidents. Voilà, c'est ça que la droite prépare. Ils ont appelé tout le monde à se rassembler dès 4 heures de l'après-midi à Caracas. Ils n'avaient plus fait ça à la dernière élection. 4 heures de l'après-midi pour célébrer la victoire. Quelle victoire? Il n'y aura pas de résultat à 4 heures de l'après-midi. Donc ils préparent la violence politique, comme ils avaient fait la première fois, comme quand ils ont fait le putsch, comme quand ils ont fait le boycott des élections législatives, comme à chaque fois. Et donc, tout le système monde qui est dans la boucle va répétant et déversant ses calomnies. Et il s'agit dans les dernières longueurs, c'est-à-dire dimanche, 3 émissions que j'ai vues sur la même chaîne, hein, des reportages, et lundi, parce que c'est lundi dans la nuit, là, c'est cette nuit qu'on va apprendre le résultat définitif et que les Esqualidos vont faire leur numéro de mannequin, là. Cette nuit qu'ils vont faire ça. Donc demain, il faut que l'opinion soit préparée. Si jamais ça ne va pas trop bien, hein, qu'il y a des mouvements dans la rue. Et demain soir, bam, tous les journaux télévisés, résultats contestés, blablabla, etc. On connaît tout ça. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? On se bat, on fait ce qu'on peut. Hein. Donc les camarades, il va falloir être fermes. Hein, fermes. Moi, je pense que Chavez ne peut pas être battu dans cette élection, de ce que j'ai vu. De ce que j'ai vu. Il y a la masse des quartiers populaires. Ce midi à la télé, ça me faisait marrer. Ils montraient des gens qui venaient voir M. Capriles, ils n'ont pas été intimidés. Alors il y en avait un paquet qui était là en train de... Normal, une élection, quoi. Alors ils étaient là avec leur banne. Normal, comme chez nous. C'était les mecs de droite. Et puis avant, il y avait les mecs de gauche. Alors ceux-là, c'était des monstres. Ils intimidaient tout le monde, avec leurs casquettes rouges, leurs chemises rouges. Et il y avait une femme qui était là, assez costaud. Hein. Il interviewe, et cette femme, elle commence à dire « Oui, ce Capriles, c'est un agent de l'impérialisme, c'est, je sais pas quoi, la voyeur des Yankees, tout ça, que des choses vraies. Là. Et ce qui me frappait, c'était qu'il lui manquait 2 dents. Camarades, riez pas. Ils savent ce qu'ils font, ces salopards. Mais ça se retournait contre eux. Ça me rappelle quand les petits cons du petit journal étaient venus filmer les moches à notre meeting. La haine de classe. Ça commence par ces petites choses-là. La stigmatisation physique. Parce que comme l'a dit notre philosophe, les pauvres sont moches. Parce qu'ils ne peuvent pas soigner. Parce qu'ils ne peuvent pas remplacer leurs dents. Parce qu'ils ne peuvent pas remplacer leurs lunettes. Parce que la vie est dure. Parce que ce sont des travaux durs qui marquent le corps, l'esprit, la posture. Et moi, j'étais ému aux larmes de voir cette femme. Parce que tout son corps parlait pour sa vie. Et racontait la libération qu'a représenté le chavisme. Cesser d'être traités comme des animaux. Même si c'est dur, ou moins dur qu'avant, et que ça reste dur.
mais comme être libre. Y como lo escribaban todos, bajando en Barquisimeto, quand on descendait, comme ça. Moi, j'étais sur ce putain de bus derrière, et tous ces gens qui criaient, des visages joyeux, et on voyait d'abord, cette foule, elle avait une couleur, moreno. Et moreno, camarade, c'est comme ça. C'est aussi un signe de classe. Quand vous allez au bistrot, vous buvez votre petit café, vous regardez la télé, ils sont tous blancs, ils ont tous les cheveux blancs, avec du violet dedans. Et tous ceux qui sont dans le bistrot, ils sont tous marrons. Deux mondes. Le monde que l'on voit, comme chez nous, rigolez pas. 2% d'ouvriers sur les écrans de télévision. D'accord? Cette femme, sur les murs en allant à Barquisimeto, on avançait, ces gens ils criaient, jeunes, de toutes les couleurs, comme je viens de vous dire, des consignes politiques, consignas, des mots d'ordre, des slogans, de la politique, pas genre Chavez, je sais pas quoi là, hein, des choses politiques, tout le long. Et il y avait une immense banderole, un endroit il était marqué dessus. Somos libres porque somos socialistas. Y eso es el futuro, compadres. Eso es el futuro. La libertad, la emancipación sale de la revolución. Y esta tenemos que hacerla, ahora y siempre.